D'accord. À l'inverse du DVD, où j'ai jamais voulu trop me lancer dans une collection, pour des raisons que je vais évoquer tout de suite d'ailleurs, parce que parallèlement à tout ça, en fait, il y a eu les premiers essais en haute définition. Ah oui. Là, jusqu'ici, on a parlé de PAL, de SECAM, de NTSC, d'écran cathodique au format 4 tiers. Voilà, en plus, nous, en France, en télévision, on n'avait pas le son stéréo en diff télé. Et effectivement, par contre, voilà, dans les tuyaux, il y avait quand même la haute définition, qui était déjà une vieille idée. Et notamment, avec la haute définition, est venu aussi le format 16/9. Donc, en fait, qui au départ était évidemment associé à la haute définition, mais évidemment, il y avait une version définition standard du 16/9. Donc, en fait, pendant un temps, il y a une sorte de cohabitation entre la vidéo SD en 4 tiers et la vidéo SD en 16/9, ce qui a créé bien des malentendus, bien des confusions, notamment dans les showrooms. On avait des images qui étaient un peu ratatinées, faute d'avoir de vrais programmes en 16/9, sauf par le satellite, par exemple. Donc là aussi, ça, voilà, cette espèce de cohabitation entre les deux ratios d'aspect, on crée une certaine confusion. Bon, la HD, évidemment, a mis tout le monde d'accord, puisque par défaut, c'était du 16/9, de toute façon, quoi qu'il arrive. Il n'empêche que, voilà, la définition, on en parlait beaucoup à la télévision, justement, et puis même dans la presse papier, comme quoi c'était l'avenir, que c'est l'arrivée. Et effectivement, il y a un très bon système qui s'appelait le D2Mac, donc SD, qui avait son pendant HD, donc qu'on appelle le HD Mac, son stéréo numérique, voilà, avec une image qui était plus en vidéo composite. Bon, on va pas parler de tout ça en détail, enfin peut-être pas. Et donc, ce qui faisait que c'était très qualitatif, et sa version HD, donc qu'aurait dû être déployée en France, en Europe en 1995, avait fait l'objet de démonstrations en live lors des Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville en 1992. Complètement. Ça, je m'en souviens de ça. Et pour voir ces images, il fallait aller se rendre dans certains points pilotes, notamment dans certaines FNAC. Et notamment, il y avait un fabricant, Thomson, qui avait un produit phare qui s'appelait le Space System, 35 000 francs à l'époque. Thomson, c'est des marques françaises à l'époque. Ah ouais, c'était du français, tout à fait. Donc c'était, en plus, le meuble était intégré, voilà, avec des haut-parleurs cabas et tout. C'était tout un, voilà, bon, 35 000 francs, c'était, tout de suite, ça passait la barre assez haut. Et effectivement, c'était sur cet équipement-là qu'était diffusé, donc dans les points pilotes, effectivement, les retransmissions en haute définition des Jeux d'Albertville. Et quand on a vu ça, ça faisait rêver. Et puis malheureusement... Toi, tu l'avais vu en direct à l'époque, du coup ? Ouais, je m'étais rendu une fois ou deux dans une FNAC, je crois. Donc j'ai vu le truc, ouais. Effectivement, il fallait faire ça pendant les épreuves, et puis il fallait s'y rendre. Non, il y avait une grosse com à l'époque à ce sujet. Parce que 3 ans plus tard, normalement, on aurait dû avoir le déploiement véritable du HD Mac, ce qui ne s'est pas fait. Et donc effectivement, on imagine la frustration là aussi qui fut la nôtre, ceux qui étaient très très à l'écoute de tout ça, parce que non, pas de HD. Dommage. Non, à la place, on aura le DVD. Voilà. Et là, on va y venir, effectivement. Voilà, il aura fallu attendre 11 ans parce qu'on y viendra un peu plus tard, mais ce n'est qu'en 2006 que finalement, la HD est devenue une réalité en France et en Europe. Et entre-temps, il y a eu l'étape du DVD, qui a été une étape très marquante pour des raisons techniques, et voire presque sociologiques, dirons-nous. Oui, donc en fait, c'est à cause de ça, finalement, que tu n'as pas vraiment franchi le pas avec le DVD, que tu n'as jamais vraiment adhéré à cette techno, en fait. Disons que se constituer un home theater, et notamment autour du format Laserdisc, c'était quelque chose qui était très ruineux. Et donc, évidemment, sachant que la HD n'était même plus qu'à l'horizon, parce qu'on aurions dû l'avoir, le DVD est apparu à une date postérieure à celle à laquelle aurait dû être lancé l'HD Mac. Voilà, donc évidemment, j'ai jamais voulu trop investir là-dedans, parce que je savais que, il y avait la HD qui allait arriver, d'autant plus qu'en fait les Japonais ont eu la HD vraiment en diff télé dans les milieux des années 90. Quant aux Américains, ils l'ont eu en 98. Voilà, donc en fait, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure du Palais des Congrès et du Festival Images et Son. C'est à l'occasion de ce fameux salon prestigieux que fut introduit au public français le format DVD en tant que tel. C'était Toshiba qui était évidemment derrière ce format. Et moi, je me rappelle très bien la démonstration. Il y avait une queue pas possible pour une pièce plus petite que celle-ci d'ailleurs. Effectivement, là, on avait le premier lecteur de DVD. Et puis il y avait 2 Japonais qui étaient là en train qui étaient presque en faction là pour surveiller tout ça. Et effectivement, c'était un peu la révolution. Il y a eu du bien et du moins bien sur le plan technique avec le DVD, mais il faut se dire que justement, de par sa taille, donc identique à celle d'un compact disque, en fait, le DVD n'avait pas vocation à supplanter uniquement le laserdisc. D'ailleurs, ça avait été carrément affirmé de cette manière. Il avait été dit que si le DVD se contentait de remplacer le laserdisc, c'eût été un échec.
ça devait tout remplacer, y compris la VHS. Ce qui, évidemment, ne manquera pas de se produire. Voilà, ça devait vraiment tout balayer et casser un peu cette espèce de marché de niche qui était le laserdisc. Et d'ailleurs, c'est ce qui a un peu chagriné certains puristes comme moi, ou même certains de tes confrères à l'époque, et même certains réalisateurs dont on peut encore voir la trace dans certains commentaires audio, oui, parce que le laserdisc, parmi les nombreuses choses que ça offrait en termes d'adaptation, il y avait aussi le commentaire audio qui existait déjà avant le DVD, en fait. Quant au sous-titrage, il était possible aussi en laserdisc. On achetait le boîtier qui était destiné aux sourds et aux malentendants américains. Et par magie, on avait les sous-titres anglais, donc typiquement évidemment, qui apparaissaient en incrustation. Et c'est comme ça que beaucoup de gens, moi-même y compris, on améliorait la pratique de l'anglais. Ce qui a permis beaucoup de choses ensuite, par la suite, en ce qui me concerne. En ce qui te concerne, ouais, mais tu vois, sûr. ce qui était acquis, ce qui était perçu comme une nouveauté par la plupart des gens avec le DVD, c'est-à-dire les sous-titres, le fait d'avoir accès à la langue anglaise, les suppléments, les fameux bonus, les fameux suppléments, dont le commentaire audio, c'est quelque chose qui existait déjà avec le format Laserdisc. Il y avait de très belles éditions, avec de très beaux coffrets. Alors, comme c'est la taille d'un vinyle, vous imaginez un peu les grosses boîtes que ça donnait. Ouais, c'était... Alors par contre... ouais, ça coûtait bonbon, on peut le dire. Ouais, c'est sûr. Voilà. Et donc le DVD, a eu un côté un peu mainstream, qui a fait le bonheur, mais peut-être un peu le malheur d'autres, en fait, effectivement, parce que du coup, c'est parti comme une traînée de poudre, tout le monde s'est équipé. En plus, c'est vrai qu'en termes de fabrication, sur le plan mécanique, un lecteur de DVD, c'est quand même un peu moins conséquent qu'un lecteur de laserdisc, on va dire, hein. Ça n'a pas la même taille, pas le même poids, et donc forcément, ça n'avait plus le même prix non plus. Donc, et puis en plus, comme c'était un format CD à peu près, et ben il y avait même les versions qui étaient destinées aux ordinateurs, aux PC. Ah oui. Personnellement, mon premier lecteur de DVD était un lecteur de PC. Voilà. Oui. Oui, après, c'était même pas un maillon, tu vois, on va dire, consommeur électronique. Oui, ouais. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait en plus... Bon, avec le DVD aussi, on a eu les copies qui sont... le piratage qui a... Il y avait une version enregistrable, par contre, du DVD qui a existé là dès le départ, effectivement. Voilà. Ouais. Mais bon, je me souviens qu'effectivement, à l'époque, sur les ordinateurs, parce que là aussi, hein, rappelons-le, mais clairement... C'était aussi le début de l'informatique véritablement, et donc forcément... Alors, à l'époque, on appelait ça les PC multimédia. Ouais. Attention, hein. le son et l'image viennent s'immiscer dans ce qui était purement du gaming ou bien de la bureautique. Exactement. Tout à fait, ouais, ça fait un peu sourire tout ça maintenant. Effectivement, d'ailleurs, sur le plan technique que j'enseigne aussi un peu dans mes formations, c'est qu'effectivement cette espèce de rencontre du monde de l'informatique pure et de la vidéo, notamment par le format DVD, ça crée quelques petites confusions et quelques soucis, justement. Parce que la vidéo, c'est un monde à part, et l'informatique, c'est un autre monde, et les deux sont venus un peu fusionnés, et ça n'a pas été sans problème, justement. Effectivement. Et donc, c'est grosso modo à cette période-là que tu as que tu as découvert les principes de la vidéo en quelque sorte. Par certaines lectures, alors évidemment, c'est à peu près à cette époque-là. Alors, lorsque je fréquentais un peu les enseignes spécialisées situées dans l'Ouest parisien, en fait, on pouvait se procurer en fait ce qu'on appelait le Laser Video Guide. C'était une sorte de catalogue assez épais. De petits formats malgré tout, en fait, on pouvait voir tous les films qui étaient édités en laserdisc. Alors ça faisait bien rêver, on pouvait feuilleter ça, on pouvait vérifier si son film préféré existait bel et bien dans une édition américaine, c'était très sympa. Et puis en feuilletant tout ça, j'ai repéré un disque qui s'appelait E-Video Standard, dont le visuel était en fait un écran de télévision avec la fameuse mire de barre de couleur. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Et là j'ai compris que c'était un laserdisc un peu technique. Et qui devait contenir a priori quelques mires, hein, ces fameuses mires que les gens ont connues tard le soir à l'issue de la fin des programmes, effectivement, et donc j'avais vu ça. Et puis quand le DVD est apparu avec ses qualités et ses défauts, le son était un peu moins bien, d'ailleurs parce que le Dolby Digital, qui était synonyme sur un laserdisc de son 5.1, le Dolby Digital pouvait servir à tout, même le mono, même la stéréo, même le Dolby Surround LTRT, etc. Et donc, on avait du son compressé, même quand on n'avait que 2 ou 1 canal, alors que le Laserdisc, auquel cas, on avait un son PCM qui n'était pas compressé. Donc, c'est vrai que pour beaucoup, c'était vécu comme une petite régression au niveau du son.
Par contre, au niveau de l'image, effectivement, quand le format est arrivé un peu à maturité, effectivement, il y a un saut qualitatif par rapport au Laserdisc, parce que là, il y avait de vrais programmes en 16/9. Effectivement, donc pour peu que l'éditeur s'en donne la peine, hein. Tout le monde n'a pas fait ça au début, il y a eu des ratés, il y a des gens qui n'avaient pas compris que le 16/9 était permis, le vrai 16/9 était permis en DVD, donc l'image était meilleure de ce point de vue-là, et puis surtout, bon, sans vouloir trop rentrer dans la technique, le Laserdisc était toujours un format composite, aussi qualitatif qu'il fut, alors que la grosse nouveauté du format DVD, c'est que c'était stocké en composantes. Voilà, d'un côté la luminance et après les deux différentiels couleurs. Voilà, ce qui fait qu'en termes de stockage, on avait vraiment une meilleure couleur qui n'était pas du tout compressée comme en vidéo composite. Et c'est pour ça que Joken, en fait, qui est donc l'un des fondateurs de l'ISF et qui avait créé ce programme E-Vidéo Standard, en fait, a fait la deuxième génération de disques de mire dans les deux formats. Il y avait la version DVD, la version Laserdisc. Ça s'appelait Video Essentials. Pourquoi en fait il avait ça dans les deux formats? Il voulait justement illustrer non seulement la différence entre les deux formats en tant que tel, mais aussi la différence entre la vidéo composite et la vidéo composante. Donc en voyant les mêmes mires, les mêmes programmes, tout de suite c'était flagrant ce que ça pouvait apporter. Et ça c'était très, très, très intéressant.